Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Danone suite à la publication de ses résultats du premier trimestre 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action. On est au plus haut, ça y est, on est repassé après une période de disette pendant quand même 5 ans. On est repassé au-dessus des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de saisir l'arbre qui monte jusqu'au ciel? On va regarder ça. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, on n'a pas le chiffre du dernier trimestre sur Coifin. Donc, ce que fait Coifin, c'est qu'il prend les chiffres semestriels et les divise par 2 pour le chiffre d'affaires. Ça, c'est pas bon. La publication nous dit qu'on a 6,8 milliards de chiffre d'affaires, une hausse de 4,3 comparable. Bon, comparable, c'est bien, nous, on a dû publier. Bon, 6 840 000, on est quand même en décroissance en fait. Faut voir, voilà, il faudrait retrouver le chiffre du Q1 2024. Non, je pense qu'on est quand même en croissance, hein. Il faudrait trouver ce niveau-là. Bon, c'est pas non plus une forte croissance, hein, ce à quoi il faut s'attendre sur Danone, c'est plutôt une boîte mature, dans un marché mature. On n'est pas là-dessus pour faire de la forte croissance. D'ailleurs, en médiane, on est à 1%. Sur 2024, on a moins 1% de décroissance, on a une décroissance de 1%. Bon. On a des acquisitions aussi pour essayer de stimuler un peu cette croissance du chiffre d'affaires, mais rien de non plus très important, hein. 1,4 milliard sur une market cap de 48 milliards, c'est pas exceptionnel comme niveau d'acquisition. Donc voilà, plutôt une histoire de croissance de stagnation, hein, Danone. Ça veut pas dire que on est mauvais sur les marges, on peut regarder ce qui se passe. On voit que le taux de marge brute, il est en train de légèrement remonter. Donc ça c'est bon signe. On repasse au-dessus de la médiane. On arrive à remonter les prix sur Danone, ça c'est bien. Par contre, on a une perte d'efficience opérationnelle sur 2024, ça c'est moins bien. Entre juin et décembre 2024, on a perdu quand même plus de 2 points de marge d'EBITDA, ça c'est pas bien. Sur le taux de marge nette, on est impacté ici, mais il y a eu des dépréciations, notamment ils ont perdu l'activité en Russie par exemple. Donc ça, bien sûr, ça attaque le résultat net. Si on regarde les free cash flow, c'est pas la même histoire. Donc les free cash flow, eux, ils sont à un niveau de 10,5, donc c'est pas mal. Ce qu'on voit sur les marges ici, c'est qu'on est sur une société pas non plus extraordinaire, hein, donc c'est correct, convenable, mais pas forcément hyper qualitatif non plus, et c'est plutôt stagnant comme activité. On regarde ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus avec les bénéfices nets, donc ça c'est bien, ça dépend comment c'est obtenu. Si on regarde la variation du BFR, ça c'est bien. On a 1,6 milliard de variation favorable du BFR, donc on a moins besoin de capital pour faire tourner l'activité, de capital opérationnel, donc ça c'est bien, ça aide les free cash flow à dépenses en capital constante, oui. Si on regarde dépréciation amortissement vs capex, on est au même niveau, donc on maintient l'appareil productif, et donc il va y avoir des other non-cash items, il y en a pour 11,9 milliards, donc ça, potentiellement, il y a les dépréciations qu'on a passées sur les actifs détenus en Russie et autres. Donc là, vous retrouvez une bonne partie de la différence qu'il y a ici, mais il n'y a pas toute l'histoire, donc il fallait voir les tableaux de flux de trésorerie pour savoir d'où vient cette différence. S'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Et on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis médian à 8%, ce qui est correct, pas extraordinaire, mais correct on va dire. Attention que ça plonge à 7%, ça baisse à 7%, un niveau qu'on n'a pas vu depuis 2017, donc ça, c'est pas incroyable, hein. D'un autre côté, on n'a pas beaucoup de croissance, donc on n'a pas besoin de beaucoup de cash pour s'autofinancer, mais on aurait peut-être besoin de cash pour se désendetter, rémunérer actionnaire, etc. Donc ça serait bien que ça remonte quand même un peu cette rentabilité. On va regarder maintenant l'endettement du groupe. Bon, c'est bien, on arrive à se désendetter, donc grosse acquisition entre 2016 et 2017, si on vérifie, alors, pas forcément. Donc on ne sait pas pourquoi la dette augmente fortement comme ça. Il faut aller voir. Hein. Donc peut-être que cette donnée est fausse, hein, niveau acquisition. Toujours est-il que cette dette, elle est en train de baisser, elle baisse structurellement hein, depuis 2017. Donc ça c'est excellent. On est endetté plus qu'à... C'est vrai qu'auparavant, on était quand même endetté à des niveaux stratosphériques. Hein. Donc peut-être que ça inclut des loyers, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a de l'IFRS 16 qui est inclus dedans? En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est plus endetté qu'à 2 fois les l'EBITDA, c'est pas mal. Et 3 fois, on va dire, un peu moins de 3 fois les free cash flow. Donc on est sur des niveaux à peu près soutenables, et ça s'améliore de trimestre en trimestre, ça s'améliore. Donc c'est très bien. Ensuite,
Donc la rémunération de l'actionnaire maintenant. On est sur un rendement total de l'actionnaire de 2,5%, 2,6%, donc c'est convenable, c'est pas exceptionnel. Ça vient du dividende exclusivement d'ailleurs, puisqu'on a un peu de dilution sur le dossier, dommage. On pourrait acheter des actions pour les annuler, surtout qu'on ne verse que la moitié des free cash flow en dividende. Moins de la moitié des free cash flow en dividende. Donc on pourrait au moins acheter des actions ici pour compenser cette dilution. Les free cash flow en tout cas remontent et ça c'est pas mal. Ça va permettre d'augmenter le rendement de l'actionnaire, donc c'est intéressant pour le futur. La valorisation maintenant en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur il y a plus de décote. Donc il y avait une décote on va dire 2019, donc ça c'est parce qu'on a eu des résultats en EBITDA qui étaient faibles, mais en réalité sur la période on va dire 2020 jusqu'à très récemment, jusqu'à 2024, vous aviez une décote sur Danone. Le point culminant c'était en février, là vous avez une très lourde décote. Maintenant on est surcoté sur Danone, surtout par rapport à la période récente. Donc si on zoome un petit peu, 30-35% de surcote. Donc il n'y a pas de marge de sécurité il n'y a plus de marge de sécurité. Donc bon, il n'y a plus beaucoup de croissance. La rentabilité est pas exceptionnelle. La rémunération de l'actionnaire commence à être un peu faible à cause du prix de l'action. Si vous avez du Danone, pour moi, c'est plutôt le moment de vendre et de mettre ailleurs, parce que là, votre marge de sécurité diminue. Et pour le long terme, vous allez peut-être avoir le rendement du dividende, mais pas forcément une forte hausse des bénéfices, et il n'y a plus de croissance. Donc voilà, c'est pas si intéressant que ça pour le long terme, à mon avis. Danone, il faut, à mon avis, mieux trouver une autre opportunité ailleurs. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.